excusez-moi l'impolitesse de dire à la France de foutre la paix aux Africains. C'est-à-dire ? Nous sommes assez adultes pour pouvoir nous autogérer. Quand la France, certains pays sont venus pour la colonisation, ils ont trouvé des empires établis, même du côté de Rwanda. Il y avait une hiérarchisation qui faisait que les Occidentaux étaient étonnés de voir un ordre politique et économique exister, par exemple, dans les royautés du Rwanda ou du Royaume Congo. Si aujourd'hui les gens se sont levés, c'est parce que la pression était grande. Les populations du bassin du Congo avaient le sentiment d'être dans une forteresse, enfermés. Ils étaient en prison. Mais comme dit un des plus grands chanteurs congolais, Ferregola, vous pouvez emprisonner mon corps, mais jamais vous ne dominerez mon esprit. Donc la question qui va se poser, est-ce qu'on a chassé Ali Bongo ou bien on a donné un signal aux autres nations autour? Le discours que nous devons avoir, c'est de poser sur la table la question coloniale et de dire à la France que pendant longtemps, vous avez quand même accompagné tous ces dictateurs, vous les connaissez bien, vous mangez avec eux, vous faites des conférences à la Baule, vous faites des réunions de la francophonie, vous mangez, vous vous visitez, vous envoyez vos épouses faire des fêtes ensemble et tout d'un coup, quand ça éclate, la France dit non, je ne suis pas au courant, la France est neutre. Donc c'est la position française, le fait de vouloir toujours gouverner les pays africains par des voies détournées depuis les indépendances. Vous savez, les choix des présidents en France, dites-moi par exemple qui a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. C'est pas une opération de Saint-Esprit. Il y a toujours la main française derrière son empire, son ancien colonial. Est-ce que la France devrait aller superviser des élections? Intervenir de fait? Non. En fait, ce que je souhaiterais, pour être très brutal, c'est de dire à la France, excusez-moi l'impolitesse, de dire à la France de foutre la paix aux Africains. Le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République du Congo, vous avez également la République centrafricaine, sauf la Guinée équatoriale, puisque dans ces 6 pays, les 5 autres pays ont pour colonisateur la France. Donc il y a à l'intérieur de ce qui se passe aujourd'hui dans ce bassin du Congo, l'une des plus grandes réserves forestières au monde après l'Amazonie, il y a ce qui se passe dans ce bassin du Congo, quelque chose d'une révolution qui avait tardé et qui devait éclater juste après les printemps arabes. Alors justement, est-ce que ça pourrait être un peu comme les printemps africains, ce qu'on vit aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron a parlé d'une épidémie de putsch, mais vous voyez le réveil d'un peuple. Ce n'est pas une épidémie de putsch, puisqu'en 1964, déjà, la France était allée à la rescousse de l'ancien président... Léon Mba, et on avait envoyé les gens là-bas pour venir remettre le président, parce qu'à l'époque, on ne rigolait pas. Le général de Gaulle avait conforter la France-Afrique en s'entourant des gens comme les Foccart, etc., etc. Et donc, il y avait du mal pour ces pays africains de se libérer de cette pensée néocoloniale qui installait des rapports déjà biaisés dès le départ. Cette révolution que vous pressentiez, c'est contre qui, contre quoi? C'était une révolution qui était orientée vers les républiques bananières, donc tous les dictateurs. Mon principe et la phrase que j'avais citée, c'était... la durée de la dictature dépend de l'ampleur de notre silence. Plus vous êtes silencieux, plus la dictature dure. Sauf que ce que le dictateur ignore, s'il possède la montre, il ne possède pas le temps. Le peuple a toujours le temps et ça prend une patience. Ce n'est pas parce qu'il y a une révolution dans tel pays qu'il faut se lancer aussi dans une révolution. Les conditions doivent être réunies et au Gabon, ça devenait de plus en plus évident. Mais vous pensez que là, on est face à une révolution du peuple ou face à un putsch d'une personne et de son entourage finalement assez impliquée dans le pouvoir précédent et qui prend le fauteuil, is no good, quoi. Une révolution de palais. Une révolution de palais. Ça a toujours été comme ça. Ce sont des accointances, des relations incestueuses. J'espère que vos téléspectatrices et téléspectateurs savent aussi que l'ancien président du Gabon, donc Omar Bongo, le père, avait épousé la fille de Sassou Nguesso de Brazzaville, duquel ils ont eu un fils, et des enfants qui sont au Gabon. Donc, c'est une crise
qui paraît gabonaise, mais en fait, elle est aussi une crise de famille de deux présidents. Donc la question qui va se poser, est-ce qu'on a chassé Ali Bongo ou bien on a donné un signal aux autres nations autour? Mais on a vu aussi des images de liesse dans le pays, de gens qui étaient contents de voir partir ce clan, de 55 ans de règne du clan Bongo. Vous avez à peu près cet âge-là, vous n'avez connu que les Bongo. Écoutez, quand le président Sassou Nguesso était arrivé au pouvoir en 1979, j'avais 13 ans. Et donc, Bongo, c'est encore un peu plus avant. Je n'étais pas probablement né. Mais ce qui est important, c'est que j'ai constaté aussi que si aujourd'hui les gens se sont levés, c'est parce que la pression était grande. Les populations du bassin du Congo avaient le sentiment d'être dans une forteresse, enfermés. Ils étaient en prison. Mais comme dit un des plus grands chanteurs congolais, Ferregola, vous pouvez emprisonner mon corps, mais jamais vous ne dominerez mon esprit. Xavier. Ça veut dire que ça va se poursuivre pour vous, que ce qui est enclenché aujourd'hui va se aller dans d'autres pays. On pense au Cameroun, où Paul Biya a déjà pris des mesures, ou dans d'autres pays. Écoutez, moi je le sens déjà, c'est-à-dire que moi j'aimerais être dans la tête des autres pays du bassin du Congo. C'est-à-dire qu'il y a une illustration de la reprise de pouvoir. Et la France ne sait pas quelle position prendre parce que on va se dire mais on n'a pas fini le Mali, on n'a pas fini le Niger. Là vous prenez une troisième position. Quelle est votre position politique, diplomatique? Il n'y en a pas. Et donc je pense nécessairement que cette révolution du bassin du Congo est inexorable. Ça, ce n'est plus une prophétie, mais c'est le constat. Ça peut être long. Voilà. Ça peut être long, mais là, ce sont les militaires la qui ont le révolution pouvoir là, après Bongo. tout dépendra de ce que les Poutistes vont faire de leur pays. Si nous retournons encore à la case départ en choisissant un autre colonisateur ou une autre possibilité d'être dominé, alors ça ne servira à rien. Alors vos mots résonnent, c'est quand même une parole engagée. Est-ce que en tant qu'écrivain, vous avez un rôle? Est-ce que vous pouvez retourner par exemple au Congo? Aujourd'hui, vous êtes le bienvenu. Mais disons que chez nous, les écrivains sont considérés parfois comme des gêneurs. Parce que nous sommes partagés entre l'objectivité que nous voulons proposer aux lecteurs et aux lectrices, et aussi l'analyse de ce qui se passe dans nos pays sans une passion. Or, dans la plupart des dictatures, on n'accepte pas l'autocritique. Si vous n'applaudissez pas le président, vous n'êtes pas du camp du président. Donc vous êtes persona non grata. Voilà, donc vous êtes persona... En exil, donc. Vous devenez pratiquement un exil, puisqu'on ne vous le dira pas, mais l'entourage vous le fera sentir. Encore un petit mot. Vous comprenez le sentiment anti-français? Alors là, on va beaucoup parler des pays du Sahel, le Niger, le Mali. Est-ce que vous le comprenez? Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont fait que ce sentiment anti-français puisse monter, mais ce n'est pas une situation qui pourrait se dégrader éternellement. Comme il y a déjà des alertes, il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes.